qui je suis? Donc moi c'est Lisa Pradey, j'ai 30 ans et qu'est-ce que je fais? Là c'est une très vaste question parce que je fais, beaucoup, beaucoup trop de choses. Actuellement là je suis en train de lancer une entreprise, agricole. Alors je suis pas encore agricultrice mais ça va pas tarder. Là je suis en cueillette sauvage et je me spécialise petit à petit dans les plantes aromatiques et médicinales. J'ai passé mon BPREA l'année dernière. Et en parallèle de tout ça, je fais des recherches en autonomie sur les traditions nordiques et même plus largement sur les traditions, européennes, de l'Antiquité. Et dans mon temps libre, il m'arrive d'écrire des livres et de les publier. Fat meld i min mávir, hatt mér skildi kápa, flög och fagrar hårar, fara brott med vikingum, stämma upp i Staffni, styra de runt neri, haldas va till havnar, och vad man och annan. Ah, tu écrivaine avant tout ça? Oui, ah bah, alors écrivaine, oui, c'est un vaste mot aussi. Alors j'ai commencé l'écriture, à l'âge de 15 ans, je crois, donc j'ai commencé avec la poésie. Ensuite, je me suis mis plutôt au roman de fantaisie et là depuis, depuis 5 6 ans vraiment, bah, je me spécialise un peu, bah, dans les traditions nordiques et dans les livres, de vulgarisation en fait, sur tout ce qui est, des coutumes, scandinaves. Alors mon rapport, il a beaucoup évolué, au fil des années. Au tout départ, mon rapport, c'était juste de la curiosité. J'ai commencé par lire, l'Edda poétique, donc qui est un recueil de poèmes, donc qui date, entre le 9e et 13e siècle, qui a été ensuite, réuni, par, enfin les poèmes en soi sont anonymes. Il y a aussi l'Edda en prose de Snorri Sturluson, donc qui date, du 13e siècle. Et à la base, c'était de la curiosité. J'étais attirée par les runes déjà depuis vraiment toute petite. Et puis, de fil en aiguille, en fait, quand tu lis l'Edda, tu comprends pas forcément tout en tant que débutant, dès le début. Alors bon, bah, j'ai lu d'autres livres, universitaires ou des livres de vulgarisation pour mieux comprendre. Et puis j'en ai lu d'autres et puis ainsi de suite. Donc voilà, d'une curiosité, c'est passé à une passion et maintenant, bah, c'est une religion en fait parce que je me considère comme, Asatru qui est la religion, des anciens enfin, la religion moderne, germano-scandinave. Donc voilà, c'est devenu vraiment très personnel. Fat meld i min mávir, hatt mér skildi kápa, flög och fagrar hárar, fara brott med vikingum, stämma upp i Staffni, styra de runt neri, haldas va till havnar, och vad man och annan. Alors sur, l'ère viking, j'en ai écrit quelques-uns. Bon, je vais parler des derniers là. Le tout dernier que j'ai écrit se consacre à la divinité Heimdall, qui est une divinité du panthéon nordique, qui est connu pour être le gardien du Bifrost, le gardien du pont entre le monde des hommes et le monde, des dieux. J'ai écrit d'autres ouvrages, comme La roue de l'année scandinave sur les fêtes, alors «vikings» entre guillemets, vu que le viking c'était un métier, c'était pas on parle de l'époque des vikings. Donc voilà, j'ai écrit un ouvrage vraiment sur les coutumes qui se faisaient. Je suis partie quand même du néolithique, scandinave et jusqu'au 19e siècle, quand même pour voir, toute l'évolution. Et après voilà, j'ai fait d'autres livres plus général, comme Ungandir, qui est un livre vraiment axé pour les débutants, qui parle des mythes, des découvertes archéologiques, pour vraiment ceux qui veulent faire leurs premiers pas, dans les traditions nordiques. Comment expliques-tu la richesse de la culture nordique? La richesse, je dirais alors c'est une question assez complexe et personnelle aussi, très subjective. Heu, Moi je pense que ça vient de la littérature, même si la littérature que l'on a
a été écrite donc par Snorri Sturluson en grande partie bien après la christianisation de la Scandinavie. Mais je pense que voilà, c'est ce qui fait justement toute cette richesse de la Scandinavie, de l'Islande et de cette culture en général. C'est vraiment cette trace. Bon, il y a les dames, il y a les sagas aussi, les histoires des héros, de Sigurd, de Egil Skallagrimson. C'est une grande richesse littéraire. C'est toujours le même refrain. On débarque et il n'y a plus personne. Autant se fiche à nous. Fiers guerriers vikings, écoutez la parole des dieux. Quels sont en fait les différents clichés sur les Vikings et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il y a beaucoup de clichés sur les Vikings. Bon, le plus gros cliché que tout le monde connaît, on va dire, c'est le casque à cornes. Qui en fait, voilà, les Vikings n'avaient absolument pas de casque à cornes. Il y a un autre cliché sur les dracars, par exemple, le mot en lui-même dracar qui n'existait pas, parce qu'ils avaient plusieurs types de bateaux. C'est des clichés qui ont été apportés par l'opéra de Wagner en grande partie, parce que c'est un terme inventé. Déjà, la terminaison art, c'est une terminaison plurielle normalement. Alors, je suis pas une spécialiste non plus en linguistique, mais voilà, il y a des noms qui existaient pour les bateaux. Il y a le Langskip, par exemple, qui existait. Et le mot drakkar, c'est vraiment un barbarisme. En fait, les deux cas, par exemple, côte à côte, il n'y a aucune étymologie, il n'y a aucune source historique enfin, de ce mot. C'est vraiment une invention voilà, qui veut rien dire. Mais dans l'imaginaire, du coup, ça a été intégré au dictionnaire pour désigner les bateaux vikings, alors que, il y avait plusieurs types de bateaux, justement. Et voilà, c'est juste que ça veut rien dire. Et voilà, on s'est fait une idée du barbare un peu nordique, musclé, avec la grosse barbe et tout ça. Alors que non, en fait, les Scandinaves, c'était des commerçants, des paysans. C'était pas du tout des grands barbares, comme on peut le voir sur une pochette de Manowar, quoi. Ouais, ben justement, dans les clichés, justement, j'ai vu, tu vois, par exemple, le premier film d'animation de Dragon était sorti en 2010 et t'avais la série Viking qui arrivait en 2013, je crois, saison 1. Dans le dessin animé Dragon, ils ont les casques à cornes des Vikings. Mais est-ce que tu crois que d'abord c'était vu comme casque à cornes et qu'après, depuis les séries Vikings, les gens voient que finalement que c'est pas vrai? Ou est-ce que au final c'était juste un moyen pour que ça plaise aux enfants le fait qu'il y ait les cornes? Dragon, je me suis déjà penchée sur cette question. Moi, ça me dérange pas les casques à cornes dans un dessin animé, parce que c'est de la fantaisie en fait. On n'est pas vraiment dans le monde réel. Et donc pour moi, je vois ça plutôt comme de la fantaisie. Donc c'est comme ça que j'explique ou que je pardonne entre guillemets les casques à cornes. C'est plus problématique quand vraiment c'est des films ou des dessins animés plus historiques où là il n'y a pas de doute, on est bien en Scandinavie à telle époque et que là on voit des casques à cornes. Là pour moi oui c'est problématique, mais dans le Dragon, oui oui ouais, c'est pour les enfants. Moi ça me gêne pas. Oui, bon, ça me gêne pas non plus parce que déjà j'adore Dragon, donc ouais. Et du coup je vous présente mon chien de garde, il s'appelle Veretragna. Quelles sont les significations des runes? Oh, alors je vais pas dire toutes les significations. C'est un gros sujet les significations des runes. Parce que les runes en soi elles ont un nom. Donc qui veut dire quelque chose. Qui par exemple on a la rune Féou qui signifie le bétail. Et elles correspondent à un son également, donc Féou qui correspond à la lettre F. Après pour la signification, il m'énerve. Pour la signification c'est un gros débat. On a des poèmes runiques qui datent de bien après la christianisation. Donc, je crois que les plus vieux ont été découverts au XVIe siècle. Donc, on a des poèmes voilà, qui font 3 vers sur chaque rune qui sont très énigmatiques et qui sont censés donner la signification des runes. Mais c'est très énigmatique.
Pour dire vraiment cette rune-là signifie telle chose, alors on a des pistes, hein, bien entendu, on a le nom de la rune, on a ces fameux poèmes, mais c'est un sujet vraiment très complexe qui, voilà, qui peut pas je peux pas répondre là comme ça. Mais j'ai écrit des livres, hein, là-dessus. J'ai écrit des livres, où j'en parle. Après voilà, on a plein de choses. On a la rune, donc Fléau, du bétail. Il y a la rune, Odal sur la propriété ancestrale. Alors on a des clichés sur les runes. Par exemple, Odal, elle est souvent associée à la rune Odin, par exemple. Alors qu'elle est plutôt, non, en fait, la rune d'Odin serait plutôt Anzouz, la rune qui signifie, Laz, qui est plus associée à Odin. On a la rune Turizaz, par exemple, qui est très souvent associée à Thor, la divinité. Alors qu'en fait, non, c'est la rune des géants, que son nom signifie, voilà, c'est le nom des géants. Donc on a pas mal de clichés sur les runes, qui ont été en grande partie popularisés, inventés par Guido van List et popularisés ensuite par Nigel Pinnick. Et donc voilà, c'est des clichés qui persistent. Mais en termes de signification, vraiment pour les runes, il faut se contenter du nom de la rune, de ces fameux poèmes runiques qu'on peut trouver très facilement. Et c'est tout. C'est très énigmatique. Et après, c'est vraiment des recherches personnelles. Et hélas, les réponses sur la signification des runes peuvent être que personnelles et subjectives. Ready? 2, 3. What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? Lie in the morning, way hey, and up she rises, way hey. Après, on va pas se mentir, depuis quand même une dizaine d'années, la culture viking est quand même très à la mode avec les films, les séries, les musiques, les jeux vidéo, tout ça. Et du coup, comment expliques-tu ce succès? Encore une fois, ça va être une réponse personnelle. Je pense qu'il y a un fantasme là derrière. Le fantasme, j'en parlais un peu tout à l'heure, vraiment du barbare un peu héroïque, qui vient. Et je pense qu'il y a un gros fantasme sur les hommes du Nord, les gens n'ont pas forcément conscience que c'est un cliché. Ils n'ont pas forcément conscience que le viking, entre guillemets, c'était un marchand et un paysan. Et je pense que si les gens avaient vraiment conscience de ce qu'était un Scandinave à l'époque, il y aurait peut-être moins de succès. Et oui, ça a du succès, c'est toute l'image hollywoodienne en fait qui a fait le succès de cette époque. Je pense que c'est ça, c'est un gros fantasme. Mais qui est à la mode là depuis quelques années, mais qui a quand même commencé depuis bien avant, enfin même depuis le 19e siècle. Et là aujourd'hui, c'est un fantasme qui fait partie de la pop culture. Tu penses aussi que la série Viking a fait quelque chose par rapport? Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Sans la série Viking, il n'y aurait pas... on le voit, moi en tant que médiéviste, je le vois sur les médiévales. Avant, il n'y avait pas autant de troupes qui faisaient de la reconstitution viking, entre guillemets. Et quand on voit les médiévistes, entre guillemets, qui débarquent en médiéval avec les tenues en cuir noir, les peaux de bête et tout ça, on voit que c'est tiré de la série Viking. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Alors je sais pas si c'est vraiment une mauvaise chose, parce que c'est beaucoup critiqué, mais je pense que c'est quand même une ouverture vers cette culture, que certains vont peut-être rester dans ce fantasme, mais d'autres approfondissent un peu plus les recherches au fur et à mesure et se rendent compte que finalement c'est pas forcément comme ils l'imaginaient. Donc voilà, c'est à double tranchant. Mais oui, la série Viking, ils font beaucoup, et pas que. Du coup, il y a les jeux vidéo qui ont suivi ensuite. Et maintenant que c'est vraiment inscrit dans la pop culture, oui, ça y joue. Ça y joue, ça c'est sûr et certain. Ouais, ça me fait penser Wardruna et Lung. Carton, on voit que Wardruna, ils ont fait l'Olympia dont tu étais.
Heilung là qui sont et qui font les élites maintenant, les grandes salles enfants, c'est un gros succès quoi. C'est un gros succès. Alors pour Wardruna, le groupe aurait quand même existé, enfin voilà, eux ils étaient là bien avant la série Viking. C'est sûr que bah oui, la série a participé à leur succès, c'est sûr et certain. Alors pour la question des groupes, je pense que c'est la série Viking qui a fait que ces groupes de musique ont eu du succès et pas l'inverse. Moi, je sais pas si tu vois dans quel sens je parle. Voilà, mais voilà, ça reste des très très bons groupes. Oui. Mais du coup, c'est vrai que ça a suivi. Après, maintenant, c'est devenu la mode. On voit débarquer énormément de groupes pseudo-vikings. Là, le dernier en date, c'est Eivor, ou je crois. Eivor et même t'avais le collectif Skald avant. Alors, je suis très fan de Wardruna, mais c'est tout. Tout ce qui est actuellement, tout ce qui tourne sur la musique nordique, c'est pas ce que je préfère. En termes de musique traditionnelle, tu vois, je suis plus branchée à la limite musique slave. Mais c'est vrai que la musique nordique, c'est pas. À part Wardruna qui est vraiment une exception, sinon le reste, c'est pas non plus trop mon kiff. Quand tu dis slave, c'est les pays un peu polonais, ukrainiennes, russes. Ouais. Ouais. Tout ce qui est pays de l'Est, il y a un groupe ukrainien que j'adore, que je suis vraiment fan, c'est Daka Braka, qui est vraiment, c'est un groupe qui est exceptionnel, que je mets, enfin moi je le mets au même niveau que Wardruna, tu vois. Mais oui, j'adore, je préfère la sonorité vraiment slave plutôt que nordique. Bah tiens, on parlait d'un cliché tout à l'heure, la place des femmes chez les Vikings. Alors il y a un gros cliché qui se veut que la femme, en fait, c'était des guerrières qui allaient au combat et partant coup fin. J'aurais une réponse beaucoup plus nuancée. Et encore une fois, je suis pas historienne, mais la place des femmes, bah, c'était surtout au foyer. Mais par contre, c'était très important. La place de la femme était, elle détenait la clé du foyer. Et en fait, bah, sans le foyer, les hommes ne font rien. Enfin, donc c'est une place qui est très importante. Elle est avec l'éducation des enfants, elle est à la maison, elle aide au champ. On n'a pas de preuves vraiment tangibles que les femmes pouvaient aller avec les Vikings, donc en ré viking. Ce cliché là, il vient aussi parce qu'on a découvert une tombe d'une femme avec une épée à l'intérieur. Donc tout de suite, oh, les femmes, c'est des guerrières. Alors que bon, finalement, les théories sont plus dans le sens où comme c'était une femme importante, l'épée était plus symbolique plutôt que la théorie où l'épée lui appartenait, qu'elle a combattu avec. Voilà. Alors elles avaient des droits, évidemment. Elles avaient le droit de divorcer. Mais c'était pas forcément bénéfique pour elles. Enfin, voilà, elles appartenaient quand même soit à leur père, soit à leur mari, même si elles avaient le droit de divorcer. Donc elles avaient des droits. Moi personnellement, j'aurais pas aimé être une femme voilà, au temps des Vikings. Je pense que les femmes aujourd'hui sont quand même beaucoup plus libres voilà, qu'à l'époque. Ça reste quand même une époque, bah, c'était quoi, au 9e siècle, enfin 8e siècle, 9e siècle. La société a évolué dans le sens qu'elle a évolué. Donc voilà, je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais voilà, le rôle de la femme, ben, c'était le rôle de la femme de cette époque, avec ses libertés, avec ses contraintes. Voilà, tout simplement. Et c'était sûrement pas le gros cliché de la femme guerrière qui partait combattre avec les hommes. Comme Lagertha dans Comme le Lagertha, exactement, qui est toujours dans ce fantasme, en fait, de la culture nordique, de la femme guerrière forte. Alors oui, on peut être très forte en s'occupant du foyer. Voilà. Mais voilà, c'était c'est ce gros fantasme de la Lagertha n'existait vraiment absolument pas à l'époque. My mother told me someday I will buy girlies with good odds
D'ailleurs, justement, t'avais fait une pause de ta saga de fantasy pour pouvoir t'occuper sur la mythologie nordique. Oui, et j'ai fait une pause dans mes romans de fantasy. Le dernier, il est sorti il y a 6 ans, je crois. Au grand désespoir de mes lecteurs qui attendent toujours la suite. Mais j'ai besoin de cette pause. Alors, c'est vraiment une pause parce que j'ai vraiment l'intention de reprendre un jour les romans de fantasy. Mais j'ai besoin d'évoluer de mon côté pour pouvoir apporter quelque chose de plus et quelque chose de nouveau justement à ces romans. Euh, Parce que j'étais beaucoup plus jeune du coup à l'époque et j'avais vraiment besoin voilà, de quitter la fantasy pour la retrouver, pour retrouver l'univers que j'ai créé dans quelques années et d'apporter vraiment quelque chose d'autre qui aura évolué, quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de tes différents sujets, donc en plus des livres, à un moment donné, t'avais ouvert pendant un temps une boutique qui s'appelle la Taverne Cooper. Oui. Donc là, on était plus dans de la pop culture, produits dérivés, tout ça. Oui, oui, c'était carrément la pop culture. C'était un magasin axé sur l'imaginaire en général. Je vendais des bijoux, des vêtements, des livres. Vers la fin du magasin, c'est vraiment la période où d'ailleurs je commençais un peu à quitter la fantaisie pour aller plus dans les traditions anciennes. Euh, et en fait, le magasin, je l'ai fermé concrètement, vraiment parce que ça ne marchait pas. Enfin, là, j'étais installée à Gap et c'était pas assez rentable, donc je l'ai fermé. Mais même moi, personnellement, je commençais à plus être en adéquation avec ce que je vendais. Même sur les stands, j'ai arrêté parce que je pourrais continuer à faire des stands avec le stock qui me reste. Mais voilà, je suis plus en adéquation avec l'univers dans lequel j'étais il y a quelques années. Et c'est pour ça que du coup, je me suis reconvertie complètement dans autre chose, hein, que je me lance dans l'agriculture avec les plantes aromatiques. Voilà, parce que j'ai vraiment besoin de quitter tout ce qui est fantasy, de quitter... Avant, je lisais énormément de livres de romans de fantasy. J'ai arrêté, je lis plus un seul roman depuis au moins 5 ans. Et c'est normal, hein. Enfin, voilà, tout le monde évolue. Mais je sais que dans quelques années, je reviendrai à mes centres d'intérêt que j'avais avant. Je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec la poésie. Ça fait un peu plus de 10 ans que je n'avais pas écrit. Et là, je suis en train d'y revenir, mais avec quelque chose de nouveau. Avec ce regard, cet esprit païen, entre guillemets. Parce que ce sera, voilà, je projette de sortir peut-être dans l'année un recueil de poèmes axé vraiment sur le paganisme. Donc voilà, je reviens finalement à ce que j'étais avant, mais avec une évolution. Et c'est ça qui, quand tu y réfléchis, ça me fait kiffer. Voilà. Puisque du coup tu me donnes l'occasion de présenter un objet ou un livre, alors je vais surprendre peut-être en présentant les livres de l'Avesta, texte sacré des Zoroastriens, et qui était du coup c'est la religion des Iraniens et des anciens Iraniens. Alors pourquoi l'Avesta, pourquoi les Iraniens? Parce que j'ai parlé tout à l'heure que je fais beaucoup de recherches sur les traditions nordiques et plus largement sur les traditions européennes de l'Antiquité et plus précisément sur les traditions indo-européennes. Et depuis, je dirais, 3 ans, j'ai découvert les traditions de la Perse antique. Et j'ai eu un coup de foudre, enfin, coup de cœur pour tout ce qui est mythologie perse, tradition perse. Et donc voilà, quand je suis pas en train de parler de mythologie nordique, je suis en train de faire des recherches sur tout ce qui est de la Perse antique. Alors, pourquoi les Indo-Européens? Parce que il y a une origine commune à toutes ces cultures européennes, que ce soit les Nordiques, les Celtes, les Slaves, les Grecs, les Hindous, les Perses, etc. Voilà, il y a cette origine indo-européenne et qui me passionne depuis quelques années. Et donc voilà, il y a certaines cultures qui parlent plus que d'autres.
Et bah avec moi, bon, il y a la culture nordique et il y a la culture perse, du coup. Raise your horns into the air. There is plenty here to share. All are welcome, take a chair and sing a song loud and strong. Men of war and men of care, maidens fierce and maidens fair. Raise your horns into the air and sing a song loud and proud and strong. Skull, skull, sing loud and strong. Skull, skull, a toast and a thundering song. Tu aurais quelque chose à dire pour inciter les gens à agir quelque chose autour de la mythologie nordique? Oui, avoir un esprit critique. Dans le sens, en fait, ne pas croire tout ce qu'on lit sur la mythologie, sur les traditions nordiques, ne pas croire tout ce qu'on nous dit, et d'avoir un esprit critique, de toujours vérifier d'où viennent l'information. Et parce que c'est la seule façon qui éteindra peu à peu les gros clichés et les fausses informations qui perdurent dans ce domaine-là.